Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au roi de Prusse durant la guerre de 7 ans. Dès son avènement en 1740, Frédéric II surprend ses adversaires militairement assoupis par son goût du mouvement, de la vitesse et sa recherche de la décision par le combat. Comme un joueur, le roi de Prusse mise son royaume pour atteindre ses ambitions au risque de tout perdre. Il réussit, mais grâce à la chance et au destin. Vous voulez en savoir plus sur Frédéric II dans la guerre de 7 ans? Venez avec moi. Frédéric II n'a pas inventé l'armée prussienne, il la doit à son père Frédéric Guillaume Ier, le roi sergent, qui lui lègue à sa mort le 31 mai 1740 31 régiments d'infanterie d'environ 1700 hommes, soit avec la cavalerie et l'artillerie 83 000 soldats bien entraînés et payés grâce à 8 millions de thalers accumulés. Roi en Prusse de 1713 à 1740, Frédéric Guillaume Ier est un souverain économe et passionné par les armées, qui met sur pied une troupe bien entraînée mais peu nombreuse, dont il prend grand soin. Peu versé dans la pensée militaire, le roi sergent déteste la littérature et les arts, et se montre violent. Il force ainsi son fils Frédéric à assister à l'exécution de son amant Kate. Frédéric II, âgé de 28 ans, va s'en servir pour révéler à l'Europe le potentiel d'un État caserne, au mieux ignoré et au pire méprisé par ses puissants voisins. La guerre de succession d'Autriche est le premier conflit qui révèle la Prusse aux yeux de la France, de la Bavière, de la Saxe, de l'Espagne, de l'Autriche et de l'Angleterre entre 1740 et 1748. Ayant pour principal enjeu les terres héréditaires des Habsbourg et la succession au trône impérial. Il se double d'une guerre maritime et coloniale qui se déroule également au Canada et aux Indes. Malgré la pragmatique sanction de 1713 qui assure le trône à Marie-Thérèse d'Autriche, fille de l'empereur Charles VI à la mort de celui-ci en 1740, par l'électeur Charles Albert de Bavière. Philippe V, roi d'Espagne, Auguste III, roi de Saxe et de Pologne, et Frédéric II, roi de Prusse. Le conflit commence par la conquête de la Silésie par ce dernier, 1740-1741, suivi de l'attaque de la Bohême par la Bavière, soutenue par la France et la Saxe, conquête de Prague en novembre 1741. Charles Albert de Bavière s'étant fait élire empereur du Saint-Empire sous le nom de Charles VII en janvier 1742, l'Autriche réagit à la coalition formée contre elle en s'alliant à l'Angleterre et les Pays-Bas. Après avoir abandonné la Silésie à Frédéric II en juillet 1742, Marie-Thérèse d'Autriche reconquiert la Bohême en décembre 1742 et occupe la Bavière en 1743. De son côté, Georges II, roi d'Angleterre, bat les Français sur le Maine. En juin 1743, Frédéric II reprend la guerre contre l'Autriche et envahit la Bohême en août 1744. Mais Marie-Thérèse d'Autriche parvient à faire élire son mari François de Lorraine comme empereur du Saint-Empire sous le nom de François Ier et signe avec Frédéric II la paix de Dresde le 25 décembre 1745, lui confirmant la possession de la Silésie. La guerre se prolonge néanmoins par la riposte des Français qui, vainqueurs à Fontenoy en mai 1745, s'emparent des Pays-Bas en 1746 et envahissent les Provinces-Unies 1747-1748. La paix d'Aix-la-Chapelle, le 18 octobre 1748, consacre le nouvel équilibre des forces et fait universellement reconnaître la pragmatique sanction de 1713. Frédéric II ne se fait pas d'illusions et refond son armée. Il sait que Marie-Thérèse d'Autriche n'acceptera jamais la cession de la Silésie et renforce ses troupes pour la revanche. Pendant ce temps, la tension monte entre la France et l'Angleterre, dont le roi Georges II est également électeur de Hanovre. Le 16 janvier 1756, Frédéric II conclut une alliance pragmatique avec les Anglais, à laquelle répond le 1er mai un traité défensif entre Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche, sous la haute bienveillance de la tsarine Élisabeth Ière. Le Portugal de José Ier rentre dans l'alliance de la Prusse et de l'Angleterre. Ce spectaculaire renversement des vieilles alliances annonce une nouvelle guerre européenne, et la Russie masse 50 000 hommes à la frontière prussienne. Comme Versailles et Vienne tardent à se mettre en branle, Frédéric II, comme à son habitude, prend les devants. Plutôt que d'attaquer Vienne, proie considérable, il décide de se porter sur Dresde et la Saxe, dont l'armée ne compte encore que 15 000 à 18 000 hommes, contre 40 000 en temps de guerre. C'est aussi, explique Frédéric II dans son histoire de la guerre de 7 ans, le moyen d'éviter de voir l'Autriche et la Saxe fondre à force réunies sur les États du roi,
qui aurait servi de théâtre au combat dès l'ouverture de la première campagne, au lieu qu'en portant la guerre chez les voisins, dont les mauvais desseins étaient mis en évidence, on l'établissait chez eux et l'on ménageait par là les provinces de la domination prussienne. Pour contrer la puissante alliance entre l'Angleterre, la Prusse et le Portugal, la France, l'Autriche et la Russie recherchent des alliés. Ils en trouvent en la personne du roi d'Espagne, Carlos III, et du roi de Suède, Adolphe Frédéric de Suède. L'ensemble du continent européen se met en place pour la guerre. Le 29 août 1756, Frédéric II attaque avec 70 bataillons et 80 escadrons et enferme les Saxons surpris dans Pirna. Puis il fait face au Feldmaréchal Braun qui vole depuis Vienne à la rescousse de l'allié en danger. La bataille de Leipzig, le 1er octobre, est difficile. Les Prussiens sont comme toujours moins nombreux, 29 000 contre 34 000. Et leur chef, qui ne pensait pas affronter une armée entière, songe à la retraite. Il se sauve en renforçant son aile gauche pour attaquer la droite autrichienne. Nouvelle ébauche du fameux ordre oblique. Braun vaincu, les Saxons capitulent le 14 octobre et Frédéric II, à court de chair à canon, les force à intégrer les rangs de son armée. Bien qu'ils ne soient ni formés à la rigoureuse mécanique prussienne ni enthousiastes à l'idée d'y risquer leur vie. Le calcul de Pirna s'avère d'autant plus hasardeux que le maréchal Daun est bien plus coriace que ses prédécesseurs. Conscient des fragilités de l'armée prussienne, il lui mène une petite guerre qui en ruine la discipline et force Frédéric II, entré en Bohême, pour investir Prague en mai 1757, à agir précipitamment. À Colline, le 18 juin, Daun déjoue une tentative d'attaque en force trop prévisible sur son aile droite. Puis les Saxons, enrôlés de force par Frédéric II, se retournent contre lui. Le désastre prussien est total. 14 000 soldats morts et blessés sur 32 000 et la perte quasi totale de l'artillerie. L'armée prussienne ne manque pas d'excellents cadres largement capables de gagner des batailles. Frédéric II est flanqué de vétérans expérimentés des batailles de Louis XIV, Blenheim, Ramillies, Malplaquet et des guerres de Charles XII, roi de Suède, comme Anhalt, Dessau, Lodwald, Schwerin, qui tirent Frédéric II du guêpier de Mollwitz. Sans ces officiers expérimentés, Frédéric II n'aurait jamais tenu contre autant d'adversaires. Le roi de Prusse, conscient de l'importance des cadres, favorise cependant l'émergence d'officiers plus jeunes, comme Sieldich, qui naît en 1721, incarne le renouveau de la cavalerie après la déconvenue de Mollwitz. Le fougueux guerrier survivra à ses blessures pour mourir en 1773 de la syphilis. À côté de ces cadres purement militaires, Frédéric II peut en outre s'appuyer sur son jeune frère Henri de Prusse, 1726-1802. Remarquable général, le prince brille à Prague et tente en vain de dissuader son frère de s'obstiner à Kunendorf. C'est lui qui boucle la guerre de 7 ans avec l'ultime succès de Friedberg en Saxe le 29 octobre 1762 qui redonne l'avantage diplomatique à la Prusse. Mais si Frédéric II est parfois reconnaissant, il est prompt à utiliser ses subordonnés comme bouc émissaire. Ainsi, il fait juger et emprisonner le pauvre Frinks, coupable d'avoir capitulé face à Daun le 20 novembre 1759 à Maxen, bien qu'il n'ait fait qu'obéir aux ordres et été écrasé par le nombre. Après la guerre de succession de Bavière, les généraux perdent l'expérience du commandement et déclinent lentement, comme la troupe. Clausewitz y voit une des raisons de l'effondrement de 1806, aussi prévisible que le déclin militaire français au XVIIIe siècle, qui a facilité l'émergence de la Prusse. Le 16 octobre, le général hongrois von Funtak prend Berlin par surprise et seul le versement de 200 000 thalers le fait déguerpir. Battu, traqué, incapable de défendre le sanctuaire historique de la Prusse et du Brandebourg, Frédéric II songe au suicide. C'est prématuré, percevant la mésentente entre le feldmaréchal autrichien Saxe Hildenburg-Gunsen et le prince de Soubise lancé à sa poursuite, il les contre-attaque par surprise à Rosbach, en Saxe, le 5 novembre 1757. En 1 heure et quart, les Austro-Français sont mis en déroute pour une fois à peu de frais. Rosbach, succès mineur, n'en redonne pas moins du tonus à Frédéric II, alors qu'il doit retourner en Silésie, où le 22 novembre, Charles de Lorraine a battu le duc de Brunswick à Breslau. Et le 5 décembre, les Prussiens remportent un véritable triomphe à Leuthen, écrasant l'armée ennemie. À nouveau maître de la Silésie, Frédéric II n'est pas encore tiré d'affaire, car les Russes sont entrés en Prusse orientale.
menaçant non seulement le Brandebourg, mais également de réunir leurs forces avec les Autrichiens. À Zondorf, le 25 août 1758, les Prussiens forcent les troupes d'Élisabeth Ier au repli, au prix d'un tiers de l'effectif contre la moitié en face. Cette victoire à la Pyrrhus n'empêche pas la jonction austro-russe en 1759. À Kunendorf, le 12 août, Frédéric II a 50 000 contre 60 000 hommes. Manque une nouvelle manœuvre oblique contre Saltykov à Ledon. L'armée prussienne perd 40% de son effectif et le roi n'échappe que de peu à la capture. Si le maréchal von Daun en profite pour libérer la Saxe, les vainqueurs de Kunendorf en se disputent au lieu de marcher sur Berlin, sauvant la Prusse de la destruction. À l'orée de 1760, la magie frédéricienne n'opère plus. Son système tactique est devenu prévisible, tandis que les Autrichiens ont progressé en discipline et en encadrement. Les pertes ont ruiné les effectifs et la qualité de la troupe prussienne, et le conflit qui s'enlise ne donne pas le temps de former de nouvelles troupes. Cantonné en Silésie pour mieux observer les mouvements adverses, Frédéric II s'octroie le petit succès de Leipzig le 15 août, mais les Alliés ont esquivé pour frapper son royaume en plein cœur. Autrichiens et Saxons, mais pas les Russes, occupent et pillent Berlin du 9 au 12 octobre. Frédéric II tient bon cependant en Silésie, où il met Daun en échec à Torgau le 3 novembre lors d'un combat indécis. Le brillant capitaine de Loudun ne sait plus emporter la décision, au moins pour peser militairement sur la table diplomatique. Si l'année 1761 se passe sans dommage majeur, les Russes, désormais alliés aux Suédois, auraient dû porter le coup de grâce début 1762, si la tsarine Élisabeth Ier n'était pas morte inopinément le 5 janvier. Elle laisse le trône à Pierre III, admirateur éperdu de Frédéric II, qui s'empresse de signer la paix avec son idole. Ainsi sauvé par le miracle de la maison de Brandebourg, Frédéric II se concentre contre les Autrichiens et leur inflige une série de petits revers. De guerre lasse, Marie-Thérèse d'Autriche renonce à la Silésie au traité d'Umbensbourg le 15 février 1763, moyennant abandon de la Saxe par Frédéric II et reconnaissant le futur empereur Joseph II comme héritier impérial. Comme on l'a vu, la guerre de 7 ans a failli coûter son trône à Frédéric II et l'existence même de la Prusse était menacée. Mais le coup du sort, avec la mort de la tsarine Élisabeth Ier, rebat les cartes et soulage à l'Est Frédéric II qui peut désormais envoyer toutes ses troupes et tourner son attention uniquement en direction de l'Autriche et de la France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.